Bonjour Carole Galissant, vous êtes diététicienne nutritionniste, responsable du pôle culinaire éducation chez Sodexo France. L'obésité s'est considérablement développée chez les plus jeunes avec la progression de la malbouffe qui s'ajoute à la sédentarisation. Comment la cantine peut-elle contribuer à lutter contre l'obésité? Pour moi, la restauration collective, bon, elle a plusieurs enjeux. Alors, c'est sûr qu'on a des enjeux nutritionnels, couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant avec une qualité suffisante, une quantité suffisante et à leur goût. Ça, c'est, on va dire, la base. Pour moi, la restauration collective et la cantine a un objectif surtout éducatif. Alors, normalement, c'est 4 repas sur les 21 principaux, on va dire, sur la semaine. Mais il faut que la cantine soit exemplaire pour montrer des repères de consommation simples. Mais surtout, c'est aussi un apprentissage. Alors, on parle beaucoup de nutrition, mais moi, je préférais parler d'éducation alimentaire. Aujourd'hui, toutes les politiques nutritionnelles auprès de l'enfant, ça fonctionne pas bien. Ils connaissent les repères de consommation, hein, ils savent qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Si vous les interrogez, ils le savent. Mais comment on passe à l'acte? Et c'est plus par une éducation alimentaire, en fait, qu'on va y arriver. Et la cantine peut avoir ce rôle-là, puisque on a effectivement des menus équilibrés, mais on a aussi tout l'accompagnement autour de l'enfant pour lui faire consommer des produits qu'il consomme peut-être même pas chez lui. On a beaucoup d'enfants qui consomment des premiers légumes chez nous, puisque nous, on les aide de la crèche jusqu'au lycée. C'est vraiment un rôle d'apprentissage de cette éducation alimentaire et qui est beaucoup plus large que de la nutrition, parce qu'on parle aussi du gaspillage, on parle de la production, on sait d'où viennent les aliments. On essaie de donner du sens à ce qu'ils consomment tous les jours, en fait. Lorsqu'on est enfant, on a souvent cette image d'une cantine où les fruits et légumes n'ont pas de goût. Ils se tournent vers les féculents. Changer leurs habitudes? Oui, mais comment? Déjà, la base de l'alimentation de l'enfant et même de l'adolescent dans la période où il mange énormément, il a besoin de beaucoup d'énergie. Manger des céréales et des légumes, c'est la base de l'alimentation. Donc déjà, il y a la construction même du repas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le légume, c'est pas là où on va parce que c'est pas le plus rassasiant. Par contre, c'est comment on crée un menu pour avoir un accès à ces produits-là, fruits et légumes, de façon assez adéquate. Et puis surtout, et ça vous avez raison, il faut absolument repasser par le culinaire. Il faut absolument que on se remette nous en cause cuisinier en disant il faut absolument que le plat soit à leur goût et gustativement intéressant. Et c'est là aussi la nutrition rentre en jeu parce que souvent on dit il faut faire attention au dosage de sel, il faut faire attention au dosage de matière grasse, etc. Mais oui, mais dans une recette, il y a des épices, il y a la juste proportion de matière grasse. C'est pas qu'un légume à l'eau en fait. Il faut vraiment se remettre en cause sur le culinaire où je crois aussi beaucoup aux jeunes, c'est que les jeunes, quand vous les mettez acteurs de leur restauration, en fait, vous trouvent des solutions. Quand, par exemple, chez nous, toutes les nouvelles recettes qu'on intègre dans les menus, on les fait goûter à des panels d'enfants assez importants, ça peut aller jusqu'à 2000 enfants. Si vous redonnez cette action à ces jeunes consommateurs, c'est tout gagnant. Parce que c'est eux qui vont vous dire, bah moi le chou-fleur, je le veux pas vapeur, mais par contre gratiné avec une béchamel, ça me va bien. Les épinards, je les aime bien dans un curry de pois chiches parce que toute cette tendance végétarienne, par exemple, arrive aussi chez les jeunes consommateurs. Ben, peut-être que c'est là, on va pouvoir leur faire manger. Mais je pense que un des leviers fondamentaux, c'est de les refaire participer. Et je trouve qu'on a essayé d'avoir une alimentation ou une restauration, entre guillemets, très clinique, peut-être trop parfaite. Mais il faut surtout redonner du sens, du goût. Et quand on voit toutes les études chez les jeunes, la donnée d'entrée, c'est le goût chez eux. C'est absolument pas la nutrition. C'est le côté goût et visuel. Donc là, on revient à ce que je parlais tout à l'heure de l'éducation alimentaire et ça passe par l'éducation sensorielle, les 5 sens. Et souvent, vraiment, c'était très clinique pour effectivement protéines, glucides, lipides, mais c'est pas ça l'alimentation. Pour avoir une nutrition positive, vous ne pouvez pas être axé que là-dessus. Ça doit être très actif, en fait, l'alimentation. Justement, Einstein disait, pour changer la société, il faut changer les hommes et les femmes, et pour les changer, il faut leur donner envie. C'est un peu ce que vous faites dans les cantines. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, est-il possible qu'ils puissent influer leurs parents? Je ne sais pas si vous vous souvenez des études qui ont été faites il y a quelques années à Fleurbet-Laventie, où justement, c'était des études sur la population globale, et entre autres en passant par l'enfant, pour ramener, je dirais, les bons conseils à la maison. Après, il faut faire attention aussi de ne pas mettre trop de poids sur nos enfants. Il peut se retrouver en confrontation avec une alimentation peut-être familiale qui n'est pas tout à fait les repères qu'on aimerait lui donner. Donc oui, il peut amener, je pense que ça, oui. Mais je pense aussi que c'est à nous aussi de montrer aux parents ce qui se passe dans la cantine, de pouvoir dialoguer de l'alimentation. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'enfant est saucissonné dans sa journée. Il est enfant, scolarisé, donc à l'école, et puis après, il y a le temps périscolaire où là, il va être en restauration. Mais cet enfant, c'est toujours le même enfant. Et donc, il faut l'accompagner et tous les acteurs autour de l'enfant, donc parents d'élèves compris, donc nous, restaurateurs, l'éducation nationale, etc., on doit être partenaires. Et souvent, l'alimentation fait pas partie d'un projet d'école. Or, demain,
Si vous voulez faire bouger les lignes, il faut que ça soit un projet global. C'est comme demain, on parle des fournisseurs, des industriels, de la malbouffe, des produits, je sais pas, avec plein d'additifs ultra transformés. Mais en fait, c'est toute la chaîne qu'il faut faire travailler. Moins d'additifs, faire attention au dosage de sel, de sucre, à la bonne qualité de la matière grasse, mais c'est ensemble qu'on doit le faire. Et c'est pas chacun dans son silo. Et c'est ça qui est un peu compliqué dans nos métiers, c'est que souvent, ouais, l'enfant est saucissonné dans sa journée, mais l'enfant, il commence à la maison, à son petit déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'il a à son petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il a dans sa restauration? Qu'est-ce qu'il a le soir? Donc, l'enfant, oui, est peut-être vecteur de beaucoup d'informations. Mais moi, je fais toujours attention, c'est que je trouve qu'on leur met un poids énorme sur les épaules à ces enfants. Ils peuvent pas être seuls et surtout ne pas les mettre mal à l'aise vis-à-vis de leur même des cultures familiales, plurielles, multiculturelles aujourd'hui. Vous parlez de multiculturalisme. Comment Sodexo s'adapte-t-elle aux différentes cultures dans le monde? Collaborez-vous avec des collègues diététiciens et nutritionnistes locaux? C'est ça, exactement. Sodexo, en fait, on est dans énormément de pays dans le monde et aujourd'hui, on s'adapte vraiment au territoire. On a quand même des règles qu'on appelle, nous, les règles d'or de la nutrition. On en a 10 qui sont des grandes règles qui, pour nous, sont des messages qu'on peut porter quasiment dans le monde entier. Exemple, manger des fruits et légumes et que la base de l'alimentation, c'est le végétal aujourd'hui. Ça, c'est des règles, on peut dire, universelles. De dire qu'aujourd'hui, il faut varier la qualité des protéines animales, végétales. De dire qu'aujourd'hui, il faut boire de l'eau. De dire qu'il faut faire attention, justement, aux teneurs en matière grasse. Tout ça, c'est universel. Par contre, à chaque fois, dans chacun des pays, on s'adapte à la culture. Aujourd'hui, en France, on mange quand même petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Dans d'autres pays, aujourd'hui, le rythme alimentaire n'est pas tout à fait le même. Par contre, on a quand même essayé de faire bouger, par exemple, sur le rythme alimentaire. C'est quand même des données qu'on essaye de faire porter dans le monde entier parce qu'on voit que le rythme alimentaire français a permis quand même si l'obésité, effectivement, est assez importante, de juguler quand même cette augmentation. On voit que par rapport à d'autres pays, la France a quand même contenu, on va dire, cette augmentation. Et entre autres, grâce au rythme alimentaire. Rythmer la journée alimentaire, ne pas grignoter toute la journée, etc. Mais on s'adapte au pays. Il faut royaliser la façon de consommer et surtout les produits qu'on consomme. On mange pas les mêmes produits et il faut s'appuyer sur la culture culinaire des pays. Et nos chefs, de toute manière, sont de chacun de ces pays. Ils ont ça, je dirais, dans le sang et dans leur ADN. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour nous, c'est ces maillages de pays en pays. On a ce qu'on appelle, nous, les global chefs. Dans le monde entier, on a des chefs qui viennent, par exemple, en France, pendant un mois. Et où nous, les Français, on va aussi dans d'autres pays pour montrer ces cultures culinaires. Alors, nous, les Français, quand on arrive dans un pays, pour eux, c'est la grande gastronomie française, etc. Alors, il faut faire les Paris-Brest, les blanquettes de veau, etc. Et quand eux, ils viennent chez nous, ils nous montrent justement comment on mange en Amérique du Sud, comment on mange en Inde, ou même des pays très proches, hein, que ça peut être l'Espagne ou autre. Mais c'est vraiment intéressant de voir toutes ces cultures et d'échanger, parce qu'on voit que cette transition alimentaire qu'on est en train de vivre, quand même, on le voit bien que ça bouge partout, avec l'environnement également, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler nutrition sans parler d'environnement. Pour moi, c'est deux notions qu'on doit coupler. Et ben, dans le monde entier, en fait, c'est ce qu'on le voit. Sans rentrer dans la polémique, on parle beaucoup de religion et d'interdiction alimentaire à la cantine. Comment vous gérez ça? En restauration collective, le but, c'est effectivement d'essayer d'ouvrir la restauration au maximum de convives. Sur les thématiques culturelles, on est confronté quasiment dans tous les segments d'activité à des niveaux différents. Dans le monde de l'entreprise, c'est un peu plus facile parce que vous avez des restaurants avec du choix, donc on arrive à gérer. Chez l'enfant, c'est un peu plus complexe parce que effectivement, c'est souvent un menu et des fois, il y a un choix. Donc, depuis des années, vous connaissez le menu sans porc qui est existant. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a le repas sans viande qui arrive et qui maintenant est même remplacé des fois par le menu végétarien, qui est un menu, on va dire, universel, qui quasiment dans toutes les cultures est plus ou moins accepté. Donc, ça peut être une solution, mais oui, on y est confronté. Et ce monde pluriel aujourd'hui et ces mangeurs pluriels, si on veut protéger notre modèle de restauration collective qui est quand même assez unique dans le monde, hein, comme celui de la France, il faut être assez ouvert. Après, c'est des thématiques politiques et il ne faut pas rentrer là-dedans sur le fait d'un État laïque ou pas. Mais est-ce qu'un État laïque ne doit pas accepter justement tous ces mangeurs, mais de façon cohérente? Et une des réponses aujourd'hui, c'est plutôt la mise en place de repas végétariens qui répond je dirais de façon assez simple à cette problématique. Mais après, on peut avoir des territoires aussi, par exemple des écoles particulières, mais qui ont leur cuisine particulière. Et là, on fait une restauration particulière pour eux. Ça, c'est possible aussi. En règle générale, je dirais qu'on essaie de trouver des solutions pour avoir plutôt un panel de plats
pouvant répondre à tous. Mais à la limite, c'est pas que cultuel, c'est je suis végétarien, je suis végétalien, je suis végane, je suis sans gluten, je suis sans lactose. Comment aujourd'hui je peux trouver une restauration qui me va? Vous parlez du menu végétarien. Cette solution pourrait réconcilier tous ces mangeurs pluriels, mais elle continue à faire polémique pourtant. Bien sûr. Alors après, ça fait polémique parce que l'idée, c'est demain de ne pas devenir tous végétariens. Hein, c'est pas l'histoire. Aujourd'hui, on a besoin de toutes les filières agricoles. Il faut avoir un équilibre. Aujourd'hui, dans une alimentation, là, on parlait de l'alimentation de l'enfant, les protéines animales ont leur place aussi. Donc, il faut arriver à avoir quelque chose d'équilibré. Là, c'est clairement très politique. Après, c'est des choix. Quand vous avez une population, vous avez, on va dire, 50-50, de quel côté vous tombez. C'est un peu ça l'histoire. Nous, en tout cas, on essaie d'accompagner nos clients sur ces démarches-là, mais on voit que c'est une réponse possible. Après, aujourd'hui, par exemple, dans nos restaurants d'enfants, nous, chez Sodexo, on n'a pas de viande halal, par exemple. Aujourd'hui, on ne répond pas à cette thématique-là. Si on le fait, il faut le faire bien pour qu'aucune des personnes qui mangent halal ne se sente flouée. Et aujourd'hui, on ne se sent pas capable de le faire aujourd'hui. Donc, d'où la réponse qui est plutôt simple du végétarien, on va dire. En prison, aujourd'hui, c'est ce qui se passe également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une façon d'y répondre. À partir de tous ces impératifs, comment arrivez-vous à garantir l'équilibre nutritionnel dans tous les types de menus? On sait que le secteur de la restauration collective est particulièrement réglementé, notamment par les programmes nationaux Nutrition Santé. Alors, ce que vous disiez est très juste, c'est déjà qu'on a une réglementation en France sur la restauration scolaire. C'est le seul segment d'activité où il y en a un décret d'application, une loi. Donc déjà, ça donne bien un cadre. C'est-à-dire qu'on va vous donner le nombre de viande rouge, le nombre de poissons, le nombre de garnitures, légumes, féculents, etc. Donc ça, c'est, on va dire, l'ossature globale. Après, il faut rentrer dès le produit. Donc déjà, dès le produit, qu'est-ce que vous allez faire rentrer dans un menu? Donc nous, chez Sodexo, aujourd'hui, on a des filtres nutritionnels par catégorie de produits pour, par exemple, sur une compote, sur un yaourt, sur un dessert, avoir un dosage de sucre qui est conforme à ce qui est l'attendu de la loi, mais aussi ce qui est l'attendu de quelque chose, et il faut en être fier en France, c'est le Programme national nutrition santé. C'est quand même une politique nutritionnelle qui est quasiment unique. Donc, il faut être fier de ça. Et elle évolue d'année en année, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui évolue. Et donc, nous, on essaye de suivre cette politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut, par exemple, valoriser les légumineuses. Donc, nous, on va travailler sur ces produits légumineuses, travailler sur ces filières-là pour qu'on puisse les rentrer de façon de plus en plus importante. Donc, il y a la thématique produit à aller chercher. Il y a la thématique recette, c'est donner à nos cuisiniers des vrais repères, dosage de sel, de sucre, un bon apport de matière grasse. Je donne ces trois axes nutritionnels parce que c'est les principaux aujourd'hui où il faut aller chercher. On mange trop de sel encore, un peu trop de sucre encore. Les matières grasses sont pas toujours les bonnes, pas assez d'oméga 3, etc. Donc c'est là où il faut aller chercher dans les recettes. Et ensuite, il y a le montage du menu. Ce qui est compliqué dans le montage du menu, c'est que si on veut bien faire notre travail, il faut que ça soit consommé parce que c'est très joli sur la feuille. Mais si on n'arrive pas à faire manger les enfants, le résultat, il est nul. Donc, il faut absolument déjà rendre acteurs les enfants, c'est-à-dire que rentrer les enfants dans les commissions de menu, moi, je trouve ça fondamental. Il faut que l'enfant ait le droit à la parole. Ce qui est étonnant, c'est quand vous faites des animations de construction de menu avec des enfants, certains disent que c'est, je sais pas, nuggets frites, brownies au chocolat. Pas du tout. Ils savent très bien qu'il faut faire rentrer des légumes, ils savent très bien qu'il faut faire rentrer des crudités. Donc, ils arrivent quand même à faire des menus relativement bien équilibrés. Et c'est pas grave, en fait, de faire rentrer un produit, entre guillemets, un peu plus gras ou autre. Faisons manger des nuggets, mais qu'est-ce qu'on a le droit de manger avec des nuggets? Ben, c'est peut-être des haricots verts, c'est pas des frites. Et c'est ça qu'il faut leur apprendre. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc, sur le produit d'abord, sur la construction de la recette, pour aller chercher justement les bonnes teneurs, et après le menu pour qu'il soit consommé. Et ça, sur le menu, déjà, avec les règles aujourd'hui que le gouvernement nous donne, on a déjà de bonnes règles. Donc, il faut qu'elles évoluent avec notre temps. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une expérimentation sur le menu végétarien, on en parlait tout à l'heure, une fois par semaine. Aujourd'hui, il n'est pas tout à fait intégré dans la loi. Donc, il faut que la loi évolue aussi. Elle évoluera avec le temps. Que boivent les jeunes aujourd'hui à la cantine? C'est que l'eau. En fait, la seule chose qui est autorisée, c'est de l'eau. Si vous êtes dans un restaurant d'enfants aujourd'hui, il n'y a que de l'eau à table. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'avoir des sodas, etc. C'est hors la loi. Après, vous pouvez toujours avoir entre guillemets, des cafétérias, vous savez, dans les collèges et les lycées, par exemple. Je pense qu'on a tous connu, vous savez, la distribution des viennoiseries le midi, à 10 heures. Ça peut encore arriver,
Mais là aussi, je pense qu'il faut être très pédagogue. C'est que de toute manière, les collégiens et les lycéens, techniquement, ils sortent du collège et du lycée. Donc, est-ce que notre rôle, c'est pas, si ça arrive dans l'enceinte de l'établissement, comment les guider vers? Si on prend un soda, est-ce que c'est pas leur expliquer que c'est pas tous les jours? Est-ce que c'est pas leur expliquer que c'est à certains moments de la journée? Est-ce que c'est de pas lui expliquer que c'est pas avec n'importe quel aliment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de se cacher derrière son petit doigt en disant je fais pas rentrer, je fais pas, de toute manière, ça rentrera par la fenêtre, par la porte, dans leur cartable, par exemple. La plus grande problématique de la restauration collective aujourd'hui, c'est toutes ces consommations nomades. Et les parents d'élèves sont d'ailleurs acteurs de l'histoire. Quand vous mettez des petits gâteaux, des petits bonbons dans le cartable de votre enfant, parce que vous avez peur qu'à 10 heures il ait faim, etc. Tout ça, ça n'aide pas en fait. Donc c'est comment en fait on accompagne vraiment à tous les temps de la journée de l'enfant et comment on rend ça aussi avec beaucoup de plaisir. Moi je trouve qu'on est très donneur de leçons, mais à quel moment on va faire entrer le plaisir alimentaire, donner du sens? Et quand vous voyez des collégiens et des lycéens par exemple qui sont très attentifs à l'environnement, beaucoup plus que nous je pense quand on était jeunes. Aujourd'hui, on peut faire passer peut-être des messages sur l'alimentation saine par ces thématiques environnementales, par exemple. Je trouve qu'on est dur avec eux parce que quand on analyse en fait leur comportement, ils ne veulent pas que de la malbouffe en fait, ils ne veulent pas que des fast-food ou des food trucks, etc. Ils sont encore très très axés sur le repas ensemble, la convivialité, les bonnes recettes de maman, le gâteau au chocolat de Mamie Colette, la blanquette de veau de Tata. Ils sont multiples, pluriels, ces mangeurs ados et on va dire jeunes. Il faut travailler sur les deux choses, mais par contre plutôt leur tenir la main plutôt que d'être, je pense, trop directif parce que ça marche pas. On le voit depuis des années. On a encore des chiffres importants de l'obésité, donc il faut qu'on se remette en cause. Mais par contre, ça ne peut être qu'un travail collaboratif avec tous les éléments de la chaîne, du fournisseur, du producteur, du cuisinier, du restaurateur, de l'éducation nationale, des personnes qui entourent ces enfants aussi. Parce qu'il faut mettre des mots, en fait, sur la restauration, sur l'alimentation. Si on vous dit pas d'où ça vient, comment ça pousse, comment c'est cuisiné, etc., comment vous pouvez manger? C'est pas possible. Nous réalisons cette chronique à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Quel serait votre message final sur cette thématique de la lutte contre l'obésité ? Sur la thématique de l'obésité, vraiment, les choses bougent vraiment en France sur l'obésité et on a la chance d'avoir des garde-fous quand même en France. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif national des associations de patients obèses qui est soutenu par Anne-Sophie Joly. Des personnes comme ça, en fait, qui le vivent dans leur chair, en fait, cette obésité, ce surpoids, ils sont entendus par le gouvernement, par les instances nationales et ils essaient justement de nous faire travailler privé-public ensemble. Et je pense que c'est ça aussi notre chance, c'est qu'il y a des facilitateurs aujourd'hui, il y a des fédérateurs, et c'est peut-être pour ça que je le dis avec beaucoup de cœur, c'est que je suis persuadée que c'est par ces personnes-là, ces petits grains de sable de chacun, en fait, qu'on va réussir à bouger les lignes. Mais si on continue à nous faire travailler en silo, on n'y arrivera pas. Et on le voit depuis des années. Donc en fait, voilà, mon message, c'est qu'en fait, on n'est pas seul. Il y a des facilitateurs aujourd'hui. Merci Carole Galissan.